Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. Elle permet de décrypter, de commenter et d'analyser les grands points de l'actualité nationale et internationale avec des confrères de la presse nationale. Pour ce dimanche, nous allons nous intéresser à 4 sujets. Il s'agit des propositions faites par le CED, le cadre d'expression démocratique, au sujet de la situation sécuritaire au nord et les propos du CMGA, le chef d'état-major général, lors de la clôture de l'exercice militaire à Flintlot qui a permis de former 50 soldats burkinabés à Cambouessin. On parlera également de l'incendie de l'école B de Baraboulé dans le Soum et des interpellations de la présidente du Conseil supérieur de la communication et du ministre de la Communication sur le traitement de l'information liée à la sécurité. Nous dirons un mot sur la suspension des mots d'ordre de grève du SINAFI et du SINCHA. Et enfin, nous parlerons de l'élection du nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, en la personne de Ahmad, le malgache qui a mis fin au règne du Camerounais Issa Ayatou. Et très sportivement, nous allons également nous intéresser au match RCK USM d'Alger qui s'est joué hier au stade du 4 août et qui s'est terminé par une bagarre généralisée, si on peut le dire ainsi. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale, des visages que vous connaissez déjà. Il s'agit de Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sagnon. Également sur ce plateau, Bernard Bougouma de Watt FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Nous avons avec nous Samuel Assomda du journal en ligne lefaso.net. Bonjour. Bonjour mon cher. Et enfin Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le cadre d'expression démocratique lors d'une conférence de presse sur la situation sécuritaire a proposé que le président du Faso échange avec les généraux Bassolé et Diendéré pour trouver une solution à la situation sécuritaire au nord du Burkina Faso. Vous avez suivi donc cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition faite par cette organisation de la société civile? Rabo. Je ne sais pas si vous n'en oubliez pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit la même chose. On parle de... Oui, Pascal Zaïda du cadre d'expression démocratique l'a dit. Abraham Badolo de l'Alliance pour la défense de la patrie ADP l'a dit. Et d'autres personnes ont dit la même chose sous des casquettes différentes. Et moi, en tant que observateur, ça me fait penser à une campagne de communication pour dire la même chose sous différentes casquettes. Maintenant, qu'est-ce qui motive ça? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux regretter, c'est ce que je peux considérer comme des soutiens inconditionnels à des personnalités, même si elles sont en faute. Et ça, c'est regrettable, parce que si une personnalité que vous avez l'habitude de soutenir est en faute, surtout quand la personnalité est soupçonnée d'assassinat, est soupçonnée d'atteinte à la sûreté de l'État, de troubles à l'ordre public, etc., moi, je crois qu'il faut raison garder, il faut prendre du recul, attendre que la justice tranche, mais ne pas soutenir inconditionnellement. Parce qu'ici se trouve que la personnalité en question a effectivement fait des veuves et des orphelins, et que vous la soutenez, je me demande pourquoi vous animez une organisation de la société civile. Je me demande quels sont vos idéaux, quelles sont les valeurs que vous défendez, voyez-vous. Et moi, la synchronisation dans laquelle cette campagne-là se fait me laisse beaucoup de doutes dans l'esprit. Je ne comprends pas pourquoi plusieurs personnes peuvent dire la même chose au même moment, sur le même sujet. Si on est des hommes libres, normalement, en tout cas, sur ce plateau, je ne crois pas que nous, on va dire la même chose. Sauf si on est mouvementé par une même personne. Manipulé, comme dirait l'autre. Voilà. Au regard aussi de la situation qui prévaut dans... Mais on ne peut pas dire la même chose. On ne peut pas dire la même chose. Comment tout le monde peut, comme ça, comme par un coup de rêve, sortir et puis dire que la solution, c'est Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Ce n'est pas suspect. C'est un peu suspect. Alors, Paul Miki. Alors, je crois que, un peu contrairement à Rabo, on peut avoir un peu d'arguments là-dedans, parce que moi, j'ai écouté attentivement les tenants de ces propos-là qui demandent de consulter les généraux en détention à la MACA
parce que ils n'ont pas dit d'aller d'abord les libérer. Et moi, je ne vois pas ça comme étant un soutien à ceux qui ont été impliqués dans le coup d'État et qui sont en détention. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'agit là d'un acte qui consiste à aller consulter ces derniers, étant donné que à un moment donné de la vie de la nation, ils ont été aux affaires et ils ont même, pour certains, traité, si vous voulez, avec les terroristes. C'est le cas du général Diendéré, qui, comme on se rappelle, était devenu le libérateur en chef des terroristes. On se rappelle également que des otages, oui, voilà, libérateur en chef des otages, des mains des terroristes, leurs ravisseurs et tout. On se rappelle également que Djibril Bassolé, en tant que ministre de la Sécurité, et puis entre-temps, il était d'ailleurs l'envoyé spécial de l'OCI pour le Sahel. Donc, de ce point de vue, il peut avoir une certaine connaissance de la question sécuritaire au Sahel. Donc, j'ai cru comprendre que c'est au regard de ces expériences que ces deux hommes ont que les acteurs de la société civile ont préconisé que l'on aille les consulter de là où ils sont, c'est-à-dire il n'est pas question de les libérer, c'est aller donc leur poser la question, est-ce que vous, quelque part, vous n'avez pas une solution à la situation que nous vivons? C'est là d'autant plus qu'on a ici l'impression qu'il y a de l'impuissance face aux autorités actuelles pour venir à bout de ces terroristes. Peut-être que, étant donné que les Burkinabés également sont en train de tomber, tous les moyens pourraient être bons pour venir à bout donc, de ces terroristes. Donc, consulter les généraux Djibril Bassolé et Diendéré, sans les libérer, pour moi, ça pourrait être une bonne chose parce qu'on n'aura rien à perdre en allant les consulter, de mon point de vue. D'accord, oui, Somda. Non, moi je pense que c'est vrai, Soumaïla l'a souligné et je suis d'avis avec lui que l'action concertée appelle forcément des questions. Ça nous amène forcément à nous interroger sur la raison de ces sorties-là. Parce que tout de suite, moi, de facto, la question que je me pose, c'est quoi? Pascal Zaïda, comme l'autre Badolo, est-ce qu'ils ont qualité pour parler sécurité? Il y a des hommes plus avisés qu'eux dans ce système, qui savent qui est qui a quelle connaissance du terrain, qui a quelle connaissance du terrorisme et de la question sécuritaire. Ceux-là peuvent dire aux autorités, allez consulter telle ou telle personne. Et là, moi, ça m'aurait emballé. Mais les Zaïda qui parlent de ça et qui plus de façon concertée, moi, effectivement, je pense à une théorie qui tendrait vers un soutien implicite qu'ils apporteraient donc à leurs ténors qui sont en prison actuellement. Parce que quoi qu'on dise aussi, il ne faut pas qu'on se leurre. Djibril Bassolé, tout comme le général Diendéré, c'est des gens qui n'ont pas un mérite particulier. C'est parce qu'ils étaient appuyés, ils étaient adossés à un système, ils détenaient le pouvoir, et ensuite ils avaient une équipe mise en place, et cette équipe-là qui faisait des résultats, mais pas les individus en eux-mêmes. Ces individus, sans ces équipes, sans cet attelage-là, ne peuvent rien faire du tout. Pour dire que Diendéré, comme Djibril Bassolé, c'est vrai, ils ont l'expérience qui peut servir, mais dans ce cas précis-là, il revient plutôt à l'État burkinabé de mettre en place sa propre agence d'information. D'accord. Alors, oui. Bogoba. Oui, effectivement, les sorties, c'est au même moment, les mêmes personnes. Et il y a de nouveaux venus même dans cette faune de la société civile qui parlent de cela. Il y a eu de nouvelles têtes qu'on n'avait pas encore vues, qui ont commencé à en parler. Maintenant, si c'est par rapport à la question de la consultation, moi, la question que je me pose, est-ce que ça n'a même pas été fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prouve que le pouvoir actuel, à travers les autorités sécuritaires, ne sont pas allés voir les deux pour avoir des informations précises par rapport à un certain nombre de faits? Polémique qu'il a relevé, effectivement, Gilbert Diendéré libérait les otages auprès des terroristes, mais on le dit oui, mais on oublie également comment est-ce que ça se faisait. Est-ce que c'est lui réellement qui négociait? C'est des gens qui négociaient, puis lui par prendre le venir. C'est connu, les noms sont connus. Ceux qui faisaient les démarches véritables, qui partaient au Sahel, au Nord Mali, rencontrer les ravisseurs pour tout négocier, et puis prendre renvoyer pour que lui parte maintenant dans la zone dite sécurisée pour prendre les otages, c'était connu. Donc ce n'était pas effectivement nos hommes qui le faisaient véritablement. Nous, on portait pour la partie officielle les points médiatiques. Donc déjà, il va falloir que quand on parle de ça, qu'on relativise également à ce niveau. Maintenant que des gens sortent pour demander qu'il faut qu'ils les consultent. Non, il y en a même qui ont dit qu'il faut les libérer sous condition. À la condition, s'ils acceptent de collaborer, donc il faut les libérer parce que oui, c'est des fils de la nation, oui. Mais ce que nous oublions, parmi les charges qui sont retenues contre Djibril Bassolé, il y a une collusion, on l'accuse également de collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser le Burkina Faso. Et si c'est avéré? Et si c'est avéré et que ce sont ces forces étrangères-là qui sont en train de nous malmener aujourd'hui, on fait quoi après? Alors, donc, c'est une question qu'il faut approfondir parce que je me dis, le simple fait de sortir, dire, les libérer, oui, ils sont dans leur droit de le demander, mais on se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas une campagne de com rondement menée pour aboutir à quelque chose d'assez précis. Parce que ce que moi je voudrais, si vous permettez, Nabouma, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Miki a dit, en fait, moi j'aurais
eu moins de suspicion si les OSC étaient sortis pour faire plusieurs propositions dans laquelle il y a cette proposition. Si vous regardez par exemple la déclaration du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, il y a au moins 4 propositions. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas, si vous agissez vraiment de façon indépendante et pour l'intérêt général, vous arrêtez à cette proposition-là. Et puis, si on va les consulter et puis ça ne marche pas, on fait quoi? On continue à subir les terroristes là? Non, il y a une palette de propositions que toute personne sensée peut faire, dont la consultation de Gilbert Diendéré de Guirou Bassolé, dont par exemple le développement socio-économique pour mieux organiser les jeunes de la région du Sahel dans la production économique. Et il y a d'autres propositions. Armer notre dispositif sécuritaire, déployer davantage de troupes. Et ce sont des propositions. Mais si vous faites une conférence de presse pour proposer seulement, allez-y voir Gilbert Diendéré, Guirou Bassolé. C'est suspect. Voilà. Miki, c'est ça la question. Oui, je sais, c'est vrai que ça peut être suspect. Je suis d'accord avec vous que la coïncidence de ces sorties médiatiques et l'objet, ça peut être suspect. Dans tous les cas, on est dans un pays où on se connaît maintenant. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont confiance aveuglement aux ESC. C'est là d'autant plus qu'on a vu le comportement que les ESC ont eu sous la transition. Et après la transition, on est tombé dans un silence. D'ailleurs, j'étais de ceux également qui se posaient la question pourquoi ces ESC ne parlaient pas de la question de la sécurité au Nord. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs, pour le cas d'un certain nombre de ESC, notamment l'ADP d'Abraham Badolo, en dehors de ça, ils ont proposé également que les forces de défense et de sécurité soient déployées massivement dans le Nord pour venir à bout de l'insécurité. Mais quand on parle de cette idée d'aller consulter les généraux Bassolé et Diendéré, pour moi, ça peut être une proposition que l'on prend comme ça. Ce qui est sûr, je me dis quand même que le Burkina n'a rien à perdre en ça, parce que je ne suis pas pour le fait qu'on aille les libérer pour qu'ils aillent agir à avoir la sécurité au Nord. Mais, étant donné s'ils sont vraiment patriotes, je crois que ça peut être une occasion pour eux de montrer leur patriotisme. Et s'ils sont au courant de ce qu'il faut faire pour que le terrorisme cesse dans la partie nord du Burkina, pour moi, c'est une solution parmi tant d'autres que l'on peut explorer. Et il faut inscrire cela dans un échec de la part des autorités aujourd'hui à venir à bout de l'insécurité. Vous êtes témoin de tels propos, des propos qui sortent de plus en plus de la bouche de nos autorités. Ça fait un peu peur, ça terrorise même ceux qui sont même au centre ici, parce qu'on avait pensé qu'à un moment donné, on allait venir rapidement à bout de ces terroristes. Mais il y a un certain aveu d'impuissance de la part des autorités, de la part de l'armée nationale et même de la part des députés. Vous êtes témoin de ça. Donc c'est pour ça que je dis, dans un tel contexte, toutes les solutions sont bonnes à prendre de mon point de vue, surtout que pour le cas de la consultation de nos deux généraux, je dis et je répète, on n'a rien à perdre. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais au moins on aura essayé. D'accord, oui. Oui, quand Abraham Badolo dit d'employer en tout cas un dispositif massif, un nombre important de militaires au Sahel, je ne sais pas s'il a le point actuel de nos forces de défense et de sécurité qui y sont. J'aurais aimé une démarche scientifique, dire que sur la base des informations, ou bien nous sommes allés sur le terrain, voilà ce que nous avons pu récolter, et on estime que ce n'est pas suffisant, il faut renforcer. Il y a une équipe là-bas. Est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'elle n'est pas suffisante? Est-ce que Badolo sait ou est-ce que Badolo ne sait pas? Donc moi, je veux qu'on aille au-delà des propositions simples. Il faut être, parce que nous sommes à une situation, nous sommes à un moment donné où il faut être concret dans les propositions. Parce que c'est facile de sortir, réunir des journalistes, faire des propositions, et puis chacun se lève et s'en va à la maison. Donc, alors qu'aujourd'hui, on a des défis majeurs, en tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce qu'ils disent de la collaboration des populations? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? C'est ça une organisation de la société civile. D'un point de vue de lever des consciences, de faire en sorte que les Burkinabés se disent que c'est d'abord eux-mêmes qui doivent contribuer à assurer leur sécurité. Pour le moment, l'ensemble des OSC, tout bord confondu, toute coloration politique confondue, j'insiste là-dessus, sont rares, sont en avare en parole par rapport à cela. Pourquoi? Alors que la question fondamentale, ce n'est pas l'effectif militaire. Ce n'est pas ça. Elle est ailleurs. Donc, ça, on en parle moins. C'est ce qui intéresse les hommes politiques qui intéressent nos OSC. Et là, moi, je me pose des questions par rapport à la qualité, pas des OSC, mais des hommes qui animent les OSC. Et évidemment, moi, je me pose des questions. Parce que, sincèrement, c'est trop facile de réunir des journalistes et puis dire ça. Ça, je suis d'accord, mais voilà. Mais il faut aller au-delà de ces aspects-là. Et puis, ça vient, c'est un autre point. Là où, effectivement, je trouve que c'est suspect, c'est quoi? Il n'y a pas longtemps, la question de la santé
a été brandi, les gens ont tapé dessus. Aujourd'hui, il y a un autre argument qui est en train de sortir, c'est le dispositif sécuritaire. Demain, c'est quel autre argument? On va nous avancer encore, toujours dans le même cas de ce dossier Djibril Bassolé, Gilbert Diendéré. Et c'est surtout le dossier Djibril Bassolé. Et vous en oubliez. Et j'en oublie. Il y a eu une campagne des chefs traditionnels pour sa libération. Il y a eu des marches à nous. Après l'étape des marches, il y a eu, après maintenant, nous sommes à l'étape de la santé. Et en même temps, l'étape sécuritaire. C'est ce qui fait que je dis que la démarche, pas parce qu'elle n'est pas pertinente, mais je trouve qu'elle est suspecte. Vous savez, moi, c'est ce que j'ai souvent dit. Enfin, je ne sais pas si vous avez souvent fait la remarque. La population nous a souvent fait ce reproche-là de tendre le micro parfois à n'importe qui. Il y a des gens qui sont là, qui n'existent que par les médias et rien d'autre en dehors des médias. On a la liberté d'expression. C'est vrai, justement, la liberté d'expression est consacrée. Enfin, c'est sacré pour nous, en régime démocratique. Mais dans le même temps, je dis que ce n'est pas tout qui faut tout servir quand même à la chose, aux lecteurs et aux auditeurs. Ça, oui, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, mais je pense que la question sécuritaire fait partie quand même des questions spécifiques. Et ces questions spécifiques demandent un certain nombre de qualifications pour être pertinents. Et ceux-là, je doute qu'il qu'ils soient qualifiés pour cela. Alors, peut-être, très rapidement, il faut peut-être rappeler dans l'histoire récente du Burkina, c'est vrai, je suis d'accord avec Somda que les ESC qui parlent aujourd'hui ne connaissent rien en matière de sécurité. Nous-mêmes, sur ce plateau, nous sommes mieux placés pour parler de sécurité que ça, je suis d'accord. Mais on va se rappeler également qu'en 2015, lorsqu'il y a eu le coup d'État, ce sont les mêmes ESC qui sont sortis, même au niveau des régions, pour demander aux forces de sécurité, de défense et de sécurité qui sont dans les régions, de descendre sur Ouagadougou pour libérer donc le Burkina des mains du régiment de sécurité présidentielle. Il y a eu cette action, cette pression de la société civile qui a obligé, entre guillemets, les militaires à rentrer à Ouagadougou. Moi, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, que ces mêmes ESC soient dans cette dynamique-là de pousser les forces de défense et de sécurité, les militaires notamment qui sont à Ouagadougou, afin qu'ils aillent au nord pour libérer le Sahel qui est en proie à l'insécurité aujourd'hui. Voilà un peu de Ouagadougou, allons au nord dans ce sens. Oui, mais ça ne suffit pas. On a vu plus que ça en 2015. Vous vous rappelez qu'il y avait ces attroupements au niveau des camps militaires. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bourou de l'Assaut. Des ESC sont allés installer des graines d'été devant le camp Ouenzem Koulibaly jusqu'à ce que les militaires sortent pour venir à Ouagadougou. Alors que, bon, à l'époque, on sait que le pays, effectivement, était en danger face au RSP, lequel RSP aujourd'hui a été démantelé. Moi, j'aurais voulu que ce même élan soit manifesté aujourd'hui pour aller libérer ceux qui sont au nord, qui sont également nos frères, qui sont en train de mourir gratuitement sous les balles des terroristes. Oui, je suis d'accord avec ce que Paul me dit, mais je voudrais qu'on relativise. Ce n'est pas toutes les OSC du Burkina qui avaient demandé aux militaires de descendre sur Ouagadougou. Parmi les leaders qui s'expriment aujourd'hui, il y en a qui ont soutenu ouvertement ou à demi-mot ce même putsch. Et on se rappelle de comment est-ce que ces organisations dites de la société civile burkinabé étaient divisées devant l'hôtel Laïko, le jour de la bonne parole promise par Yahi Boni. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, ces mêmes OSC ne peuvent pas avoir la même lecture par rapport à la situation sécuritaire au Burkina aujourd'hui. Parce que les intérêts sont divergents et les points de vue sont divergents au regard des intérêts que les uns et les autres, qui animent les uns et les autres. Vous avez des gens il y en a qui n'ont même pas d'emploi, qu'on m'excuse. Il y en a qui n'ont pas concrètement quelque chose, une activité rémunérative, mais qui vivent bien. Moi, c'est ce que je voudrais compléter. Je voudrais qu'on fasse très attention et qu'on relativise sans toutefois accuser quelqu'un. Ce que moi je voudrais, par rapport à ce que Samuel a dit, en fait, qu'il y a des OSC dont les leaders ne sont pas aptes à parler de sécurité, d'insécurité. Bon, là je dis qu'ils ne sont pas qualifiés. Non, on n'a pas besoin d'être qualifiés. Vous savez, il y a des questions d'intérêt national qui sont telles que même les plus naïfs peuvent s'exprimer là-dessus. Parce que c'est une question nationale. Quitte à prendre ou à ne pas prendre, quoi. On n'est pas en fait dans la stratégie militaire. C'est pas eux qui vont aller dire ce qu'il faut faire exactement, dans quel positionnement dans le Sahel. Ce que je veux dire, en fait, moi je suis pour que les OSC animent la scène sociale, c'est-à-dire les débats publics, et parce que c'est ça qui fait la démocratie. Ça fait partie de leur vocation. Je suis pour que les partis politiques se prononcent sur toutes les questions d'intérêt national. Là où Samuel peut demander de faire la part des choses, c'est peut-être que les journalistes s'assument et sachent à qui donner la parole, à quel moment, éventuellement les paroles de qui il faut commenter,
analyser dans quel sens. Sinon, a dit qu'un tel ne doit pas parler de telle chose. Quand il y avait l'affaire, il y avait la campagne électorale pour accéder à la chambre de commerce, il y a des gens qui ont dit non, les Hervé Ouattara ne doivent pas parler de la chambre de commerce, c'est pas des commerçants. Bon, c'est les Hervé Ouattara qui ont chassé les Alizette Gando pour que vous fassiez de nouvelles élections. C'est pour vous dire, en fait, moi je suis pour que tout le monde parle de tout. Ouais. Et puis que ceux qui sont intelligents sachent voilà, où on va, quoi, où on tire le meilleur, quoi. Parce que si on censure les gens, les gens, on va un peu, parce que si on reste, on va un peu réunir notre démocratie. Il faut qu'on évolue. On va rester dans le même sujet, mais il faut qu'on évolue parce que c'est sur le même sujet, lors de la fin, à l'occasion de la fin de l'exercice militaire à Flintlock qui s'est passé à Cambouensin. Alors, le chef d'état-major général des armées s'est exprimé justement sur cette question de la sécurité au nord et bon, à en croire en tout cas les propos du nouveau CMGA, alors on peut faire quelque chose, il y aura une solution au nord, mais pas tout de suite parce que nous n'avons pas les moyens d'agir promptement. Oui, Samuel. Rapidement, en 2 secondes, je vais réagir au propos de pour dire que moi, il y a certains propos qui ne me font pas réagir autant que d'autres. Quand Hervé Ouattara, par exemple, dans son appel de Ouagadougou, parle d'allons au nord. Il appelle la population à se mobiliser. Là, c'est des questions d'opinion, de propositions civiles, à mon avis. Par contre, quand on demande d'aller consulter Gengere, Gilbert Gengere et puis Djibril Bassolé, là, ça relève de la stratégie. Et là, ça demande une qualification, à mon avis. C'est là où je voulais faire la part des choses. Okay. Maintenant, pour revenir au propos du chef d'état-major général des armées du côté de Cambouensin, j'avoue que là, c'est un autre chapitre qui s'ouvre avec des maladresses. Maladresses en termes de communication, c'est pas nouveau dans ce gouvernement. Il faut qu'on essaie de voir comment régler ce volet-là. Parce que qu'on attend des militaires qu'ils assurent plutôt la sécurité des Burkinabés. Que le premier des militaires dise qu'on ne peut rien contre l'hydre terroriste. Moi, ça me fait j'ai un petit problème avec ça. C'est pas tout rassurant pour la population. Comment est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, rassurer? Il faut qu'on tende de plus en plus vers un discours beaucoup plus apaisant, une communication beaucoup plus limpide vis-à-vis de la population. On dit qu'on peut agir maintenant. On attend quoi? On attend Godot? Pendant que ça tape dur là-bas? Pendant que la population est exposée? On attend quoi? Dans le même temps, moi, ça m'amène à me poser plusieurs questions à la fois d'un point de vue pratique. On a vu ce que c'était le Burkina Faso. On sait ce que c'est le Burkina Faso actuel. Quand le RSP a été démantelé au lendemain du coup d'État de septembre 2015, on nous a exposé des armes à la place de la nation, un échantillon. Et en son temps, on nous avait comprendre que c'était le nec plus ultra en termes d'armement, au Burkina Faso, même dans la sous-région. Que deviennent ces armes-là? N'oubliez pas aussi qu'il y a au Burkina Faso cette formation qui a été organisée de façon répétitive au sein de certaines garnisons, notamment au sein du RPC Dédougou en son temps, le régiment paracommando de Dédougou, qui a actuellement été rattaché à la région militaire du ressort territorial de Bobo-Dioulasso. Ces hommes qui ont été formés à lutter contre le terrorisme, ils sont où? Et même quand on est sur le terrain pour libérer d'autres qui ont été formés pour lutter encore contre le terrorisme, avec tout ça, on me dit qu'on ne peut pas agir maintenant. Moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions et j'ai du mal à comprendre cette sortie du chef d'état-major. Paul Miki. Alors, moi, je crois qu'en écoutant les propos du chef d'état-major général des armées, moi, je me dis que c'est le premier des militaires. C'est un homme suffisamment intelligent. C'est un militaire aguerri. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est général Oumarou Sadou aujourd'hui. Il est chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Alors, sauf si les propos qu'il a prononcés à l'occasion de la clôture de la formation relèvent de la stratégie militaire. Sauf ça. Sinon, je suis d'accord avec Samuel Somda que ça fait peur quand même que l'armée burkinabé dise qu'elle n'est pas prête aujourd'hui pour aller attaquer les terroristes au nord du pays. Parce que ça fait quand même peur à nous autres civils, puisqu'on a été de ceux-là qui ont appelé les militaires à se mobiliser pour venir à bout de ces terroristes. Et si ce sont les militaires eux-mêmes qui avouent qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire maintenant, ça veut dire que c'est comme si on disait aux populations du nord, serrez encore la ceinture, continuez à mourir en attendant que nous trouvons les moyens pour aller vous sauver. En tout cas, dit comme ça de la part des militaires, c'est assez inquiétant, hein, surtout qu'on sait que l'armée nationale, son premier rôle, c'est la défense des frontières du territoire national, et les territoires du Burkina Faso sont aujourd'hui menacés avec les terroristes qui rentrent et qui frappent comme ils veulent et qui repartent comme ils veulent, et que l'armée parle ainsi. En tout cas, c'est inquiétant. On ne sait pas si les militaires ne le font pas, qui viendra le faire à leur place. C'est la question que je me pose. Donc, je me dis aussi que
peut-être, l'autre hypothèse, peut-être que les propos du chef d'état-major général des armées sont sincères et qu'il n'a fait que dire la vérité, c'est-à-dire la réalité des faits. Et alors là, on est mal barré parce que le terrorisme aura encore de beaux jours devant lui. Parce que peut-être qu'il a raison de dire qu'on n'a pas encore les moyens. Alors, mais comme Samuel l'a dit, ça pourrait se dire autrement avec un peu de diplomatie, mais il a dit de façon crue. C'est pour ça que je crois beaucoup plus que c'est une stratégie militaire. Sinon, comme il a dit, on a exposé les armements du régiment de sécurité présidentielle démantelés. Où sont ces armes? On a même présenté plusieurs fois des armes burkinabè à l'occasion des défilés du 11 décembre pour assurer les uns et les autres qu'on a les moyens pour venir à bout de l'insécurité. Aujourd'hui, on n'a pas une grande guerre. Ce sont des terroristes dans une région, d'ailleurs dans une province qui est la province du Soum, et on dit qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, et on nous dit aujourd'hui que l'armée burkinabè n'a pas les moyens pour aller agir maintenant. Les moyens dont oui, c'est inquiétant. Est-ce qu'il ne s'agit pas de moyens spécifiques? Parce que est-ce qu'il s'agit de Kalash, de chars, de combat? Est-ce que ce n'est pas peut-être des moyens aériens? Peut-être qu'on attend les Sukhoi pour aller mater les terroristes. Peut-être qu'il attend les Sukhoi pour aller mater les terroristes qui utilisent des 12-7, on ne sait pas. Bernard Bougouma. Merci. D'abord, le premier constat que je fais, c'est que Oumarou Saadou, à l'instar de... C'est comme plusieurs autres autorités au Burkina Faso, ont des problèmes de communication. Des problèmes à construire quand ils doivent s'adresser aux médias, donc parfois font dans la maladresse. Donc, ça, c'est beaucoup plus connu. Et c'est un monsieur qui vient de la Grande Muette, donc effectivement, qui parle très rarement. Donc, depuis sa prise de fonction, je ne pense pas qu'après cette avance, après la prise de commandement, Oumarou Saadou s'est encore adressé aux médias, alors que nous, on attend, il y a plein de demandes d'interviews là-bas, il n'y a toujours pas le temps. Donc, ça, c'est le premier constat. L'autre aspect, c'est comme Paul Mikil a dit, peut-être que ça participe de la stratégie militaire qui consiste à ne pas tout dire, parce qu'il dit que Malam, pour le moment, il ne peut pas l'attraper, si pour non, il s'était fait depuis longtemps. Voilà, alors, peut-être qu'en parlant, les militaires burkinabè ne sont pas loin d'attraper Malam toujours sur le territoire burkinabè. Voilà, donc peut-être. Alors, mais contrairement par exemple à un Obama, par rapport à Ben Laden, il avait été affirmatif. Ben Laden, nous l'attraperons et nous le tuerons. Ouais. Ça rassure le petit américain parce qu'ici, le commandant in chief a parlé. Voilà. Donc, il est serein. Mais chez nous, voilà, peut-être que ça participe de ces stratégies-là. Voilà. Donc maintenant, l'autre aspect, les moyens dont il parle, effectivement, vous avez effectivement des forces de défense et de sécurité qui disent nous avons en son temps fait des propositions pour équiper conséquemment l'armée burkinabè, et le reproche qui nous avait été fait, c'est que l'armée est improductive. L'armée étant improductive, et on ne peut pas nous permettre le luxe de mettre des moyens suffisamment pour acquérir un certain nombre de matériel, ça va servir à quoi? Ça n'engraissera pas un sol pour que du mille germe, ça ne va pas envoyer de nouveaux savoirs dans la tête des enfants du Burkina, ce n'est pas un secteur productif, il faut diminuer le budget, donc on faisait avec. Et si c'était le reflet de ce passé qui nous rattrape aujourd'hui. En ce moment, le général Saadou, effectivement, n'a fait que dire la vérité de ce que nous avons passé des années à cultiver. Ça, ce n'est pas de sa faute. Maintenant, l'autre aspect de ces moyens, effectivement, parce que nous sommes dans une situation où l'ensemble de ce qu'on a comme moyens, ce n'est pas suffisant. Il faut un appui aérien, il faut des moyens pour le renseignement. Et ceux qui nous attaquent aujourd'hui, ils utilisent même les techniques de l'information, de la communication. Les gars utilisent du GPS, ça c'est connu. Est-ce que nous, on est prêts? Pour le moment, on a tous ces moyens. Et si c'était la réalité qu'il disait? Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il ne pouvait pas trouver une autre formule pour dire ça, pour ne pas affoler? C'est là tout le problème. Mais on ne peut pas le reprocher parce que ça, c'est le propre de tous les Burkinabés. Simon a dit que les gars, la puissance du feu dépassait ceux de Nassoumbou. Le chef d'État a passé à l'installation de Saadou maintenant qui dit qu'il va demander 1 point de l'armement, alors qu'il était ministre de la Défense. Qu'est-ce que lui-même il faisait? Il n'avait pas le point de l'armement. Donc, ça, ce n'est pas, on ne peut pas en vouloir également à Saadou. C'est ça aussi la réalité de la situation. Donc, de mon point de vue, je pense que toute proportion gardée pourrait avoir la stratégie militaire à l'intérieur dans cette affirmation. Mais je retiens une chose, ça n'a pas manqué de faire des remous et de nous susciter des interrogations. Voilà d'ailleurs pourquoi on en parle. Et donc, nous sommes dans une situation où il faut aussi aider à rassurer. En tout cas, voilà. Oui, j'irai rapidement parce que Samuel a dit, nous ne sommes pas des experts de la sécurité, donc comme Abraham Badolo, il ne faut pas commenter ce qu'on ne sait pas. Voilà, donc je vais m'en tenir à ça, c'est un bon conseil de Samuel. Sinon, moi, je suis moins pessimiste que vous sur les propos du chef d'état-major.
Je crois que c'est un homme assez avisé pour ne pas dire n'importe quoi. En son temps, quand Simon Compaoré avait dit il y avait des 12-7 contre nos petites calaches, j'ai dit c'était une erreur parce que lui c'est un civil. Et un militaire du rang de général Sadou, je ne crois pas qu'il parle un peu à l'emporte-pièce. Pour moi, je fais 2 petites analyses. Si ça peut aider à mieux comprendre, il est en train de brouiller les pistes parce qu'il sait que tout le monde l'écoute, y compris les terroristes. Ça, c'est la première analyse que je fais. Deuxièmement, il dit peut-être au peuple, vous voyez, vous pensez que ce sont des petits terroristes qui nous attaquent. En réalité, il y a plus puissants que nous qui les soutiennent. Et donc, faites attention, soyez un peu plus patient. En tout cas, je ne pense pas qu'il peut lâcher une phrase comme ça, n'importe comment. Non, si mon compagnon l'aurait dit, j'aurais analysé ça autrement. Le chef d'état-major, je crois qu'il est dans les brouilles, quoi. Voilà. Il veut qu'on comprenne rien parce que lui, il veut travailler sur le terrain. C'est pas un gars qui doit faire de grands discours. Non, si le chef d'état-major avait voulu régler ses comptes avec le gouverneur actuel, je pense qu'il aurait réussi son coup. Peut-être que face à la léthargie qu'il y a, à une certaine torpeur du gouvernement, à décider pour la question sécuritaire, il a voulu faire cette sortie un peu fracassante pour attirer l'attention des uns des autres. Là, ça peut se comprendre. Quoique là aussi, il faille essayer de voir comment arrondir les bords. Moi, je dis que pendant que... je ne sais pas si vous avez suivi à la cérémonie de sortie à Cambouin, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Il a dit quoi Wakatata Amino, Amoré, c'est Amoré qui l'a parlé. C'est le moment. C'est le moment. Pendant que même eux, ils estiment qu'il faut agir, nous sommes là, et même pire encore, c'est comme un cafouillage auquel on assiste. Simon Compaoré, qui tout récemment a dit qu'avec la remise des motos aux policiers, il a dit clairement qu'aucune portion du territoire ne sera cédée à qui que ce soit. Pendant ce temps, le ministre de la Défense qui avait fait l'annonce de terrorisme des terroristes, il est encore là à chercher ses repères. Et c'est dans ce contexte-là que le chef d'état-major, il balance la phrase « On ne peut rien contre les terroristes ». Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais quand l'ambassadeur dit Wakatata, et puis Sadou, effectivement, sort et on a l'impression que lui n'est pas encore prêt. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention, ça peut être dans la stratégie. Parce que si Sadou avait dit « Oui, effectivement, le moment est venu, nous sommes prêts, d'ici là vous aurez des résultats », ça aurait changé la donne, ça nous aurait ragaillardi, mais est-ce que ça, stratégiquement c'est payant? Parce que quand il dit Wakatatam, effectivement Wakatatam, il y a combien de forces de défense et de sécurité qui sont positionnées au Sahel? Il y a longtemps que non, voilà, est-ce que le Wakat là même n'est pas l'oreille? Voilà. Donc, voilà. Donc ça veut dire que c'est pas tout. Voilà. Donc je reste sur ma position que il faut qu'on fasse attention parce que Sadou cumule en lui le technicien, le stratège, parce que c'est ce qu'on attendait militaire. Le fils de la région. Et le fils de la région. Voilà, donc c'est très important. On ne peut pas envoyer toute l'armée. Oui, mais ça, oui, ça c'est vrai. En réalité, personne n'a demandé d'amener. C'est pas stratégiquement. Si, il y a des gens qui ont dit ça. Il faut. Les garnisons pour amener là-bas, c'est clair qu'on a besoin des militaires dans toutes les régions. Mais moi, je voudrais rappeler un peu le contexte dans lequel cette intervention est venue, parce qu'avec nos confrères qui étaient sur place, ils ont dit que le chargé de communication de l'armée a fait des pieds et des mains pour empêcher même le général de parler, mais il était en train de parler quand même, parce que lui-même, il a senti que c'était vraiment peut-être maladroit en termes de communication, puisque en plus d'être militaire, il est quand même spécialiste de la communication, mais il a mis fin finalement à cette interview qui ressemblait, selon le ministre de la Défense, à une conférence de presse, parce que ça s'inscrivait dans la durée. Alors l'autre aspect que je voudrais relever, c'est que ce qui se passe au nord, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que ce sont des innocents qui meurent. Ce sont nos soldats qui sont allés envoyer en mission là-bas qui meurent. C'est également des conseils municipaux, des civils qui meurent, des instituteurs qui sont allés pour inculquer le savoir qui meurent. La deuxième chose qui me fait le plus mal, c'est que les écoles sont fermées dans le Sahel. Ça, il ne faut pas oublier ça. Et les enseignants, pour la plupart, ont replié vers Ouagadougou ici. Si de Ouagadougou, ils entendent le premier militaire du Burkina qui dit qu'on ne peut rien faire pour le moment, ne demandez pas à ces mêmes enseignants, à la rentrée des classes, de repartir dans le nord. C'est pour dire que c'est l'éducation qui est quelquefois sacrifiée, que ce soit une stratégie militaire ou pas, mais les propos du chef d'état-major général des armées, pour moi, ça sème le trouble dans le public et ça terrorise ceux qui ne sont pas encore terroristes. D'accord. On peut dire un mot là-dessus. On va venir parce qu'on reste dans la zone et on change de sujet, mais on reste dans le nord pour parler de l'incendie donc de l'école B de Baraboulé qui s'est produit
dans la nuit du mardi aux environs de 20h. C'est un site sous Payotte. Alors l'information a été publiée sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de certains organes de presse. La piste terroriste a été privilégiée et certaines informations faisaient également cas d'enlèvement de personnes dans la localité. Des informations qui n'ont pas été confirmées par la suite par les autorités. Le Conseil supérieur de la communication a fait plusieurs sorties la semaine dernière pour attirer l'attention des organes de presse sur le traitement de l'information liée à la situation sécuritaire au nord. Alors, nous sommes tous concernés. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Bernard? Par rapport à cette situation, il y a des médias qui ont été auditionnés par le Conseil supérieur de la communication, dont WattFM. J'étais d'ailleurs à cette audition. Oui. D'accord. Voilà, donc, qui estime que le Conseil supérieur de la communication qui estimait que nous avons foutu la trouille au sein des populations. On a appelé les uns et les autres qu'on n'était pas sûr qu'on dit. Donc, c'était des informations inexactes que nous avons diffusées. Maintenant, ce qu'on nous reproche par rapport au journal le 14, quand on n'en a pas parlé dans un journal, c'est le 15. Et c'est d'ailleurs l'édition de midi, je crois qu'on en a parlé. Bref, mais par rapport à cette situation, le Conseil supérieur de la communication, effectivement, a fait des sorties et estime que les médias sont allés un peu trop fort. Mais la réalité, est-ce qu'il n'y a pas eu incendie dans l'école? Oui, il y a eu incendie. Accidentel ou criminel, pour le moment, elle n'est pas l'information, elle n'est pas encore définie. Et nous-mêmes, nous nous sommes posé cette question de savoir est-ce que c'était un incendie accidentel ou criminel. Maintenant, pour en venir aux autres aspects, jusqu'à présent, et ce que je déplore par rapport à cette situation, au même moment que le CSC ou le CSC reproche aux médias de n'avoir pas fait leur travail de façon professionnelle, il n'y a aucun indice, aucun communiqué officiel qui vient dire c'est vrai, c'est pas vrai. Jusqu'à présent, chacun des médias ou la population a cette information à travers ceux qui sont au Sahel, qui envoient les infos, et puis ça s'arrête là. Alors, est-ce que le ministère, je commence par l'éducation nationale et secondaire, ne peut pas sortir un communiqué pour dire que dans les rangs des effectifs des enseignants qui sont au nord, dans les rangs, la personne n'a été enlevée? On ne sait pas. Personne. Oui, mais voilà, à ce sujet, le ministre de la Communication, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, a été formel jusqu'à, en tout cas au mercredi, aucune information d'enlèvement. En tout cas, il n'y a pas eu de confirmation d'enlèvement de personnes. Mais ça, c'est parce que les médias ont été acculés et lui ont posé la question. J'ai dit, il n'y a pas un écrit. En la matière, c'est un écrit. Il a dit qu'il n'a pas eu vent. Mais est-ce que son collègue de l'enseignement ne peut pas nous faire le point des enseignants du Nord et qui sont dans cette localité puis dire aucun n'a été enlevé? Là, moi, je peux croire à ça. Mais quand lui dit qu'il n'a pas encore eu l'info, alors que c'est facile de le savoir, il y a combien d'instituteurs qui ont été positionnés à l'école Baraboulé? C'est facile de dire à l'école, voilà le nombre d'enseignants, ils sont tous en position. Ça, c'est simple. Le ministère de l'Éducation peut donner cette information en attendant que le ministre porte-parole du gouvernement dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore une info. Ça, ce n'est pas fait. Et alors que ça peut être fait. L'état-major des armées peut également sortir un communiqué, dit effectivement l'incendie a eu lieu, mais selon les recoupements, selon les informations qu'ils ont reçues, il n'y a pas eu coup de feu, il n'y a pas eu ceci. Ça aussi on attend. Et interpellation en même temps, il faut que ces messieurs de la com au niveau des armées décrochent leur téléphone, quoi. Parce que ça ne facilite pas la vérification. D'accord, oui. Alors, je voudrais commencer par les propos du porte-parole du gouvernement. En fait, ici, nous sommes dans une situation où c'est nous-mêmes qui informons le gouvernement. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître parce qu'ils n'ont pas le monopole de l'information sur ce qui se passe au Nord. C'est une triste réalité parce qu'eux-mêmes s'informent à travers les médias. Parce que nous sommes dans une situation où nous, on a d'informations sur le Nord qu'à travers des témoignages que nous recueillons, soit à partir de confrères qui sont là-bas, soit à partir de personnes, même des instituteurs qui vivent la situation, et c'est à partir de là que nous traitons les sujets. Alors pour venir à cet incendie, à l'incendie de l'école de Baraboulé, c'est vrai que l'information a été relayée par plusieurs médias et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si l'incendie est d'origine criminelle ou c'est un accident, mais toujours est-il que beaucoup de médias ont dit que l'école B de Baraboulé a été incendiée par des individus
non identifiés. Le Conseil supérieur de la communication nous convoque. Bernard est là, on était sur le même banc d'accusés vendredi matin au niveau du Conseil supérieur de la communication pour nous dire que nous avons diffusé une information inexacte alors que le CNC lui-même n'est pas à mesure de dire qui a mis le feu à l'école B de Baraboulé. Voilà un traitement d'information. En tout cas, c'était chaud un vendredi matin. Et pour tout vous dire, les journalistes convoqués là-bas, on était avec nos directeurs généraux. Personne ne s'est laissé faire parce que, bon, finalement, voilà. C'est comme ça que les choses sont passées. Mais dans tous les cas, nous sommes conscients que le traitement de l'information en temps de crise, ça nécessite des gants. Et je crois que les journalistes, les médias, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, prennent suffisamment de précautions pour ne pas affoler les gens, surtout ceux qui ont des relais sur place dans la région du Sahel. Donc, c'est comme ça que l'information a été traitée. Concernant les enlèvements. Les enlèvements, oui, il y a certains médias qui en ont parlé, pas nous, qu'il y a eu des enlèvements. Mais jusqu'aujourd'hui, comme Bernard l'a dit, personne ne peut nous dire s'il y a eu enlèvement ou pas. Même si le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu d'enlèvement côté enseignant ou du moins côté personnel administratif là-bas, on n'a pas la certitude qu'il n'y a pas eu d'enlèvement aussi côté population civile parce que c'est une situation qui est difficilement maîtrisable même par les autorités actuelles. Dit qu'aucun enlèvement n'a été signalé. Oui, n'a été signalé, mais ça ne veut pas dire qu'aucun enlèvement n'a été opéré. Parce que moi, je ne dis pas qu'il y en a eu. Nous sommes dans un flou total. Si le gouvernement n'est pas en mesure de dire avec exactitude, avec preuve à l'appui, qu'il n'y a pas du tout eu d'enlèvement. Qu'il soit formel. Voilà, soit formel, on ne peut pas le savoir. C'est comme je le disais, il faut reconnaître que nous sommes dans une situation de crise et le monopole de l'information ici, ça ne vient pas forcément du gouvernement parce que, je le dis, je répète, le gouvernement s'informe à travers nous autres journalistes aussi. C'est ça la réalité au nord. D'accord, oui. Somda. Non, moi j'ai un peu suivi ça. Je pense souvent que c'est un mauvais procès qui est fait aux journalistes, honnêtement. C'est vrai qu'en situation de crise, comme Mickey le rappelait tantôt, il faut prendre des gants dans le traitement de l'information. Mais tout ce temps que nous sommes quand même... je pense que chacun de nous, dans chaque média, il y a quand même des gens, des responsables pour juger de l'opportunité ou non de la diffusion d'une information. Qu'est-ce que vous voulez quand, au sein de la population, il y a une information qui surgit? Sur les réseaux sociaux, on en parle. Des appels qui viennent des provinces pour dire « Ah, il y a tel problème ici, est-ce que vous confirmez ?» On essaie d'appeler les sous-sécuritaires, comme Bernard Bougma l'a dit, qui très souvent ne décrochent pas, ou on vous renvoie à une autre hiérarchie inaccessible. C'est à peine ça, on ne vous dit pas, attendez qu'on ait la confirmation avant de vous revenir. Pendant ce temps, la pression est forte de la population d'avoir l'information juste, la confirmation ou l'information de l'information. Le professionnalisme aussi du journaliste veut qu'il y ait confirmation. Justement, que les sources et c'est là où je vais en venir. Oui. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? Le journaliste, naturellement, il n'a pas la source officielle, mais sa source concordante qui dit souvent la vérité est bel et bien valable. Les témoins. Quitte à ce que ce soit démenti après, en attendant, sa source à lui qui est formelle sur la question, on publie en attendant. Vous voulez qu'on attende quoi alors? Non, je pense qu'il y ait... Mais la source... Vous voyez même l'écart entre l'incendie et la première communication sous pression du gouvernement. Sous pression. Mardi, ça a eu lieu. Mercredi, l'après-midi, jusqu'à l'après-conseil des ministres, aucune réaction officielle. Et la question lui a été même posée. Enfin, il a essayé de botter en touche naturellement, mais la réponse n'a pas été satisfaisante dans tous les cas. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes un relais d'information. La population attend beaucoup de nous. Dans pareilles circonstances, le professionnalisme veut qu'on diffuse l'information pour peu qu'elle soit acceptable, qu'elle n'engendre pas d'autres problèmes. On publie cette information selon les sources concordantes en attendant. Oui, Rabou. Je ne sais pas si je peux me prononcer vraiment sur le cas concret de l'école de Baraboulé là. Je l'ai traité aussi parce que j'ai eu des informations de sources dont je ne peux pas parler qui me disaient qu'il y avait incendie, il y avait enlèvement de 2 personnes et que des terroristes étaient mis en cause. Bon, bien entendu, en tant que journaliste, je recoupe avant de diffuser. J'avais des doutes sur la façon dont cette opération a été menée, surtout qu'il n'y avait pas d'autres détails derrière, après les informations brutes que les sources là me donnaient. Donc, par précaution, au moins le fait que l'incendie de l'école avait eu lieu était établi et jusqu'à présent n'est pas contesté. Ça, au moins, c'est un fait dont le journaliste peut parler. Il y a eu incendie d'une école. Voilà. Ensuite, qui est auteur de l'incendie? On ne sait pas. Moi, j'ai dit que les populations attribuaient l'incendie à des personnes inconnues, probablement des terroristes. Pas plus. Sur l'enlèvement des 2 personnes, je ne pouvais pas en parler parce que moi-même, j'avais des doutes. Et le journaliste, c'est ça, quoi.
c'est à son âme et conscience qu'il donne l'information en dernier ressort. C'est exactement comme le juge. Quand on te donne des informations... Oui, quand après, toi-même tu doutes de l'information, etc., il faut faire attention. C'est pourquoi je crois que globalement, même si tous les confrères ont raison, le CSC est dans son rôle. Le CSC est dans son rôle de nous tirer un peu les oreilles parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle où nous devons prendre beaucoup de précautions pour ne pas affoler davantage nos concitoyens qui sont dans le Sahel. Et donc, tout le monde a raison, quoi. Et puis, tout le monde a tort. Voilà. Vous dites que les autorités sont paniquées, là. Hein, les autorités sont paniquées. Bon, je parle des autorités civiles, quoi. Les militaires, j'en ai déjà parlé. Moi, je crois que c'est leur job. Ils savent ce qu'ils font. Mais les autorités civiles, là, bon, aujourd'hui, moi, je ne compte pas sur elles pour vraiment me donner la meilleure information. Hein. Je préfère avoir une source locale, des témoignages, et puis traiter ça. En toute responsabilité sociale, je crois que on doit s'élever à ce niveau-là. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, en période de crise, où l'information doit être traitée avec beaucoup de précautions. Donc le CSC, même si je dois dire pour une fois, a vraiment pris les devants, même si c'est un peu avec quelques jours de retard, pour rétablir les choses dans leur bon ordre. Ok, alors on n'est plus par le temps, on aimerait bien s'étaler longuement sur ce sujet, mais on est bien obligé d'avancer. On va parler très rapidement des mots d'ordre de grève qui ont été suspendus au cours de la semaine après des négociations. Alors, il y a d'abord le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale qui, après donc de longues heures de négociations avec le gouvernement, a finalement suspendu son mot d'ordre de grève de 72 heures sans service minimum. Alors, vous avez suivi l'actualité. Comment vous avez apprécié cet accord donc, qui est sorti après cette concertation Sincha-gouvernement Somda? Oui, sortie de crise saluée à leur juste valeur, naturellement, parce que c'était plus qu'attendu. Je ne sais pas si vous avez suivi de près ces mouvements de grève qui ont fait plusieurs jours, quand même, qui ont paralysé l'administration pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, sinon même des mois pour certains. Parce que le syndicat des finances, ça n'a pas commencé maintenant. Le syndicat de la santé humaine, animale, ça non plus, ça n'a pas commencé maintenant. C'est deux secteurs stratégiques, à mon avis, et qui n'avaient pas du tout besoin d'être englués dans cette crise-là. L'économie et la santé, c'est deux secteurs avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Mais malheureusement, au constat, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus côté gouvernant que ça bloquait. Quand le SINAFI, tout comme le SINCHA, dénonce l'absence de dialogue, c'est vrai qu'il y a eu des gages de bonne volonté, le gouvernement a toujours dit que nous sommes prêts au dialogue, mais dans la réalité, côté SINAFI, surtout au ministère de l'économie, il semble que c'était la tour d'ivoire dans laquelle le ministre était enfermé, de l'autre côté, les syndicats qui aboyaient pratiquement en griffe sans se faire entendre véritablement. Ce qui fait qu'on a frôlé la crise des décaissements, enfin c'est comme ça que moi je l'appelais, parce qu'il fait un moment où effectivement, même côté banque, il semble que la situation était tellement tendue que cette crise-là, si elle ne prenait pas fin, on connaîtrait un problème de circulation d'argent dans ce pays-là. Beaucoup de travailleurs, d'ailleurs, il y a un que j'ai connu qui devait aller en mission hors du pays. C'est juste un exemple assez isolé, mais parce qu'il y avait la grève, c'est une affaire un peu diplomatique, il fallait suivre un certain circuit. Impossible de décaisser quoi que ce soit. Tant pis pour la mission hors du pays, tant pis pour la mission qu'il devait effectuer là-bas, tant pis pour ce que ça devait rapporter au pays. Donc, à mon avis, c'est vrai que le gouvernement, il a fini par revenir à la raison, sous la pression certainement, et cette sortie de crise, en tout cas, moi, me satisfait beaucoup. Il faut essayer de voir dans quelle mesure éviter que cela survienne à l'avenir. Oui, Bougouma. Je pense que c'est l'ensemble des deux acteurs qui sont revenus à la raison, ce n'est pas le gouvernement seul, parce que la responsabilité également des syndicalistes est également engagée parce que nous sommes tous burkinabés. Donc, que les deux parties puissent accorder leur violon, faire des concessions. Je pense que c'est un retour à la raison des deux parties que moi je salue, sans dire que c'est lui qui a fait plus, celui qui a fait mieux. Je pense que la situation n'arrangeait personne. Et j'avais dit, quelle que soit la situation, à un moment donné, ils vont se parler. Parce que même ceux qui font la guerre avec les fusils, là, à un moment donné, ils déposent. Ils font souvent des trêves. Ils sont fatigués. Soit pour fêter. C'est humain. Soit pour faire de la fête, quand il y a un événement à fêter. Ou bien, on dit, bon, on fait une trêve, et puis on reprend le lendemain. Quoi. Après, on dit à un qui a violé la trêve, a commencé avant. Mais ce qui est sûr, je suis sûr qu'ils allaient se parler. Mais j'avais également fait le constat que les grèves, cette fois-ci, le Burkina connaît des grèves très dures, où le bras de fer, il n'y a pas de service minimum, on se rejette la balle. Là n'est pas mon
regarde par rapport à qui est responsable de service minimum ou pas, mais c'est la dureté du temps des grèves. Chaque secteur, quand il sort, le temps est dur. Le minimum, c'est 72 heures. Ça, c'est le strict minimum. Les revendications. Voilà. Oui, ou bien c'est 120 heures. 120 heures, ça fait 5 jours. Maintenant, pour mieux masquer ça, on dit c'est 120 heures. Et toi, dans ta tête, tu sais qu'une minute fait 60 secondes. C'est 120, tu dis non, c'est pas beaucoup. Alors que c'est 5 jours. Ça fait une semaine. Alors, ça, puisque c'est du lundi au vendredi, bon, c'est samedi, dimanche, c'est une semaine. Mais c'est très bien fait. Avec 60 points de revendication. Avec 60 points de revendication. Donc, ce sont des tons qui étaient très durs. Donc, aujourd'hui, que les uns et les autres puissent revenir à la table des négociations, bon, pour nous, citoyens, mais c'est très bien. Les syndicats ont lancé une opération caisse vide. Non? Opération casier vide, pardon, pour rattraper le retard. Bon, je dis également bravo aux syndicats, mais je pense que c'est une situation qui va faciliter un certain nombre de choses au niveau de l'administration parce qu'il y a des machines qui avaient commencé effectivement à être grippées du fait de cette grève. Et donc bravo aux deux parties. D'accord, oui, bravo. Sur les grèves, oui, c'est tant mieux. Au niveau de la santé, les problèmes de communication du SINCHA, là, quand ils vont en grève, là, ils n'ont qu'à aller en grève et puis cesser de parler de leur service minimum, puisqu'ils disent que selon la loi, ce ne sont pas eux qui l'organisent. Donc il ne faut pas en parler. Dites que vous partez en grève. Parce qu'après, si vous dites que vous partez en grève sans service minimum, ce que le citoyen comprend, c'est que c'est vous qui devez organiser le service minimum et vous refusez de le faire. Vous avez la petite feuille. Donc vous avez des morts sur la conscience après. Mais la loi dit que quand vous allez en grève, c'est le gouvernement qui organise le service minimum. Donc vous n'avez pas la responsabilité d'en parler. N'en parlez pas, dites que vous partez en grève. Le gouvernement va assumer après. Non, c'est clair. Parce que s'ils ne changent pas leur façon de communiquer, là, ils vont se créer des problèmes. Et la dernière fois, moi, j'ai dit, je ne vais pas me prononcer sur la grève de novembre là, du SINCHA, où il y a eu beaucoup de morts là, parce que je risquais d'être très désagréable, quoi. Parce que pour moi, toute vie est sacrée. Et le serment des agents de santé là les oblige à respecter toute vie, quel que soit ce que le gouvernement leur apporte comme réponse à leur plateforme revendicative. Si un agent de santé n'en prend pas conscience, je crois qu'il ne doit pas être agent de santé. Sur le SINAFI, bon, on a déjà parlé beaucoup de grèves ici. Globalement, il y avait une situation délétère liée surtout au manque de confiance et même peut-être parfois à la tronche de certains ministres. Et je pense à ça. Je crois que le remaniement ministériel a changé quelque chose au niveau de la santé. Et je pense aussi que au niveau du ministère de l'économie, il y a eu un plus grand rapprochement entre les acteurs, entre le SINAFI et puis la ministre Rosine Sori Coulibaly. Je crois que c'est tant mieux. Il faut ça. Il ne faut pas faire de la démarcation physique et puis prendre en considération des termes qui vont au-delà de l'intérêt supérieur du pays. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Si chacun met en avant l'intérêt du pays, je crois que tout le monde peut gagner dans cette situation. Je crois que c'est une bonne chose qu'on en soit arrivé à des accords. Et je vois qu'au niveau de l'unité d'action syndicale, il y a eu des gages d'aller au travail vraiment, en continuant à négocier. Et il y a eu un cadre de concertation de haut niveau qui a été mis en place. Et je crois que tout ça, ça peut nous aider dans le dialogue social pour qu'on aille au travail. D'accord, oui. Alors, donc, par rapport à ces levées des mots d'ordre de grève, moi, je retiens deux choses essentiellement. La première, c'est que c'est l'utilité du dialogue. C'est la preuve que tant qu'on dialogue, on peut toujours aboutir à des compromis. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a crise sociale et qu'il y a des syndicats qui grognent, il faut toujours aller vers le dialogue pour trouver donc un consensus. La preuve en a été donnée avec le SINCHA, qui allait en négociation avec le ministère de la Santé puis le ministère de la Fonction publique jusqu'à tard la nuit, au-delà de minuit, pour que l'accord soit signé. Vous voyez un peu l'importance de dialoguer. On a convoqué les journalistes pour la signature à 15h. Ensuite, on leur a dit que c'est à 16h. Les journalistes ont fini par partir. Ils ont tenu leur rencontre au-delà de minuit pour trouver cet accord. C'est pour dire que tant qu'on veut et qu'on veut dialoguer, on s'entend toujours. Donc ça, c'est la première chose que je voulais observer. La seconde chose, c'est un peu la responsabilité des syndicats. C'est la preuve d'ailleurs qu'on a des syndicats qui sont suffisamment responsables, puisqu'on aurait pu imaginer qu'ils soient campés sur leurs positions. Tant qu'ils n'auront pas eu 100% de satisfaction sur les 60 points, il n'y a pas de reprise de boulot. Donc il y a cette radicalisation qui a été un peu remise sur la table et on a pu aboutir à cette levée des mots d'ordre de grève.
c'est tant mieux pour les deux parties, comme le disait Bougma. Les syndicats sont responsables, le gouvernement également qui a accepté la négociation pour aboutir donc à la levée des mots d'ordre de grève. C'est pour ça que je salue le fait qu'il y ait un dialogue social au Burkina entre syndicats et gouvernement, qui est un dialogue d'ailleurs qu'il faut travailler à maintenir à tout moment, parce que tant qu'on dialogue, on aura toujours des solutions à ça. Mais en même temps, je voudrais dire qu'au Burkina Faso, on a connu vraiment pas mal de grèves, hein, comme l'a dit Bernard, en temps, des grèves très dures ces derniers temps, avec des revendications également très catégoriques. Et c'est la fonction publique toujours. Je sais qu'au Burkina Faso, la fonction publique, c'est environ 170 000 fonctionnaires. C'est bien ça, Avocat Sagnon? Oui. Vous êtes environ 170 000. Vous êtes environ 170 000. Oui, vous êtes environ 170 000, mais on a l'impression que c'est vous qui parlez beaucoup plus, parce que le reste des travailleurs, c'est vraiment, je ne sais pas combien de pourcents font les fonctionnaires. 1%. Voilà, 1% à peu près. Alors, on a l'impression qu'il n'y a que les fonctionnaires qui travaillent, alors que, bon, c'est eux plutôt qui grèvent le plus. Chez vous, il y a moins de problèmes. Non, pas ça, il y a moins de problèmes. On supporte beaucoup plus les problèmes et on essaie de faire avec. Alors, moi, je constate aussi qu'au Burkina Faso, le taux de démission de la fonction publique est très faible. Ça ne va pas, vous ne quittez pas. On ne comprend pas cette logique. Non, on aurait pu imaginer. On négocie, on travaille à on avance, voilà. Donc, il va falloir que les syndicats mettent un peu plus d'eau dans leur vin, parce que c'est le pays qui est comme ça. Il n'y a pas de démission. Ce n'est pas une spécificité au Burkina Faso, c'est partout. Mais ailleurs, on démissionne. Allez-y au Ghana. Non, mais les Ivoiriens n'ont pas démissionné. Mais prenons l'exemple du Ghana des pays anglophones. L'administration publique, il n'y a pas preneur. Il n'y a pas preneur, voilà. Parce que là-bas, même si vous prenez la définition de fonctionnaire, quand vous traduisez en français, ça devient servant. Chez nous, servant, c'est les gens qui travaillent à la maison, les garçons de course. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne démissionne pas. Voilà. C'est ça. Donc, bon, alors, peut-être que les fonctionnaires feront ton projet. Mais nous, on n'est plus par l'État. On va aller très rapidement parler des sports et puis de l'élection donc du président de la CAF. De la CAF, oui. Issa Hayatou, c'est ça? Oui, de la CAF, voilà. Donc, Issa Hayatou qui a été battu, hein, qui a été déboulonné donc, de son poste. Hein, voilà. Il n'est plus président de la CAF, la Confédération africaine de football. Il a été battu par un inconnu, hein, entre griffes. Alors, Ahmad, président de la Confédération de football de Madagascar. Est-ce que vous avez été surpris donc par cette élection de Ahmad Bougma? Oui, bon, j'avais déjà lu que Ahmad inquiétait sérieusement Hayatou. Donc il y avait des organes de presse, même burkinabés, qui avaient fait un travail sur le candidat et qui avaient montré en quoi est-ce que il pouvait inquiéter effectivement Issa Hayatou. Donc et quand il est passé, je n'étais pas très surpris. Mais je dois également préciser que ce jour-là, en 2017, en attendant d'autres jours, c'est le jour où j'ai été le plus heureux aussi. Ouais, parce que c'est dans l'air du temps, il y a le changement dans l'air. 30 ans, plus de 30 ans, près de 30 ans, 7 mandats. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Mais je ne dis pas que Hayatou n'a pas fait des efforts à la tête de la CAF. Hayatou a fait des efforts. Il a fait avancer le football africain, mais il y a des moments où il va falloir, ça va tirer sa révérence. C'est parce que Hayatou avait le soutien de certains présidents, dont des noms comme Blaise Compaoré sont cités comme puissant soutien. François Compaoré était membre permanent d'ailleurs de la CAF. Il paraîtrait que ce n'était pas rien dans la balance de Issa Hayatou. Et donc tout ça, ça a contribué, parce que le politique est rentré dans le football. Donc ça a diminué la longévité sa longévité à la tête de la CAF, parce qu'il a sonné les 70 ans, voilà, au moins, voilà, à la CAF. Donc de mon point de vue, je ne dis pas que celui qui va venir va apporter mieux au football africain, parce que lui-même, il est du sérail. Il est du sérail, il est même accusé dans certaines affaires de pots de verre qui n'échappent pas au niveau de la CAF et des fédérations africaines. Mais bon, bref, je pense que c'est bon à prendre. Et c'est un 109. Et comme c'est dans l'air du temps, comme je l'ai dit, je pense que ce qu'on peut faire, c'est souhaiter bon vent à Ahmad. Et voilà, c'est tout. Et puis, Issa et tout, du courage, et puis bon repos. Bon repos, parce qu'il n'a pas voulu. Autrement dit, à la dernière minute, peut-être il aurait pu retirer sa candidature, mais bon, c'est un vrai combattant, il a préféré aller jusqu'au bout. Bon, il a été battu, il a tiré les conséquences, je pense que c'est... Alors, certains disent qu'il voulait tomber balle au pied. Alors, effectivement, il voulait tomber balle au pied quand on voit l'argumentaire qu'il développe juste en amont de cette élection. C'est vrai qu'il n'a pas fait campagne, mais je crois que dans le contexte d'avant élection à la tête de la CAF,
Moi, j'avais cette peur-là. C'est vrai, il y avait le désir du changement. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les différentes interventions. Même Samuel Eto'o, qui est camerounais comme lui, était pour l'alternance à la tête de la CAF. Il y avait ce désir du changement. Il y avait aussi que Issa Hayatou tenait à s'accrocher, coûte que coûte, au point où beaucoup étaient révoltés. Et cette révolte-là, ça a contribué véritablement à faire changer certaines choses. C'est vrai que, comme Bernard Bouma l'a dit, il y a certains poids lourds qui étaient dans la balance pour que Issa Hayatou soit ad vitam aeternam à la tête de la CAF. Mais il y a une situation qui, après coup, moi, m'a convaincu qu'on ne doutait pour rien. Si véritablement c'est confirmé, comme notre confrère de Jeune Afrique l'a dit, que le président de la FIFA était un grand soutien à Ahmad Ahmad, effectivement, il fallait que... Ahmad Ahmad a soutenu, effectivement. Voilà, justement. C'est Blatter. Voilà, contre Blatter, voilà. Alors, on n'est plus par le temps, il nous reste 2 minutes. On va, peut-être, comme on s'est déjà exprimé sur la question de la CAF, on va parler du match RCK. Donc, ISM d'Alger qui s'est joué hier le 16e de finale de la Ligue des Champions. Vous avez peut-être un peu suivi ce qui s'est passé à la fin du match. C'est vrai que le RCK a gagné 1-0, mais est éliminé parce que, ayant perdu 2-0 au match aller, qu'est-ce que vous pensez très rapidement de ce qui s'est passé au stade du 4 août hier? C'est bien dommage pour ce qui est arrivé hier au stade du 4 août et c'est pas bon pour l'image du Burkina Faso, de mon point de vue. Mais c'était une situation également qui était un peu visible au regard de ce qui se disait, de ce qui se préparait de façon souterraine depuis le temps que l'Algérie aurait refusé le visa aux journalistes burkinabés. D'ailleurs, l'Algérie est présentée comme un pays un peu difficile en matière de discipline sportive, surtout envers le Burkina Faso, puisque de par le passé, il y a des exemples qui l'attestent. Mais je n'ai pas du tout apprécié le comportement des supporters du RCK qui ont fait usage de violence au stade du 4 août. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Même si vous contestez l'arbitrage, vous n'êtes pas d'accord avec le commissaire du match, etc. Je crois qu'il y avait d'autres voies de recours que l'on pourrait pu attendre de prendre avant d'avoir cette violence qui n'honore pas le Burkina Faso. Je crois peut-être qu'avec le recul, on va tirer les leçons, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre RCK-USM d'Alger, parce qu'il faut faire en sorte que ces genres d'actes ne se reproduisent plus, surtout pas sur le sol burkinabé, qui est connu comme un pays hospitalisé, qui respecte beaucoup les étrangers, même les plus difficiles. Je crois que les supporters burkinabés, ce n'est pas les supporters du RCK, c'est les supporters burkinabés. Voilà, ils n'ont pas été fair play parce qu'ils ont voulu se venger des Algériens pour avoir manqué de fair play au match aller. Ils ont joué sur tous les aspects pour pouvoir nous battre là-bas, même dans la concurrence déloyale. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, comme c'est un milieu de passion, je peux comprendre. Peut-être que nous allons être sanctionnés. Voilà, et puis on va en tirer toutes les leçons. Voilà. Oui, une dernière réaction sur ça. Oui, Bouma. Oui, je pense que ce qui n'est pas bien, c'est que les Burkinabés ont voulu jouer comme les Algériens. Ils sont allés sur le terrain algérien. La provocation, frapper. Bon, là, je me dis qu'on a aussi tombé bas que les Algériens qui sont habitués à ce jeu-là. Beaucoup se rappellent de 2013. Je pense que l'affaire de 2013, où le Burkina a été battu. Malgré que le Burkina a été battu en son temps, le Burkina a été violenté même. On a été battu et violenté car Kayassé, des journalistes qui ont manqué d'être envoyés Manu Militari quelque part. Donc, il y a tout ça. Et puis, le dernier match, là, le match allait. Donc, il y a tout ça. Mais je pense que c'est parce qu'on est dans un milieu de passion. Quand vous voulez parler, c'est la passion. Sinon, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin parce que, quoi qu'il en soit, connaissant les Algériens, ils risquent même d'en faire davantage et peut-être faire pire. D'accord. Alors, on va s'arrêter donc sur cette actualité. Alors, peut-être qu'on aura d'autres occasions de discuter de ce sujet. En tout cas, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Soumaïla Rabo de Savane FM, Bernard Bougouba de Watt FM, Samuel Somda du journal en ligne Le Faso.net et puis Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Merci à tous en tout cas d'être venus sur ce plateau et d'analyser l'actualité avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes.